Bonjour chers spectateurs de la chaîne Crasmoto. Dans cette longue vidéo, à la demande de nombreux spectateurs et abonnés, je vais vous faire découvrir l'histoire de la société Kawasaki. Nous mettrons surtout l'accent sur la moto. Préparez-vous des gourmandises et votre boisson préférée, installez-vous confortablement, on commence. Les amis, si le mot Kawasaki ne vous évoque que des motos, peut-être des bateaux ou des trains, alors vous êtes assez mal informés. Kawasaki Heavy Industries est aujourd'hui un des principaux groupes industriels mondiaux, produisant navires, robots, trains, moteurs, avions, hélicoptères, matériel militaire, jet-ski, quads et motos. L'entreprise gère aussi la construction industrielle, les infrastructures et l'ingénierie spatiale. Tout a débuté en 1878 quand Shozo Kawasaki a créé le chantier naval Kawasaki Tsukiji à Tokyo. Shozo est né dans la ville de Kagoshima dans une famille de marchands de kimonos. À 17 ans, il devient commerçant à Nagasaki. À cette époque, c'était le seul endroit au Japon ouvert au monde occidental. Du XVIIe à la fin du XIXe siècle, le Japon était totalement fermé au monde. 10 ans plus tard, Shozo a fondé une entreprise de navigation à Osaka, qui a fait faillite lorsque son cargo a coulé pendant une tempête. En 1869, il a rejoint une entreprise qui transportait du sucre depuis les Ryukyu et il a mené des recherches sur les routes maritimes. En même temps, il s'est beaucoup intéressé à la construction navale moderne. En avril 1878, avec le soutien de Masayoshi Matsukata, vice-ministre des Finances, qui était né dans la même province que Kawasaki, il a fondé le chantier naval Kawasaki Tsukiji sur un terrain loué au gouvernement. En 1886, la société a été transformée en Kawasaki Dock Yard Company et son président est devenu Kajiro Matsukata, le troisième fils de Masayoshi Matsukata. En fait, c'est à la famille Matsukata que Kawasaki doit son capital de départ. En 1894, 7 ans après la fondation de la société Kawasaki Dock Yard, la guerre sino-japonaise a commencé et la construction navale au Japon a connu une croissance rapide. L'entreprise a prospéré grâce à la construction et réparation de navires. Après la guerre, Shozo a transformé l'entreprise en société par action. Kawasaki, âgé d'environ 60 ans et sans fils pour reprendre l'entreprise, a désigné Kajira comme successeur. Et cet homme est resté en poste pendant 32 ans, jusqu'en 1928. Il a élargi le champ d'activité de l'entreprise en s'occupant, en plus de la construction navale, du matériel roulant ferroviaire et de l'aviation. En 1906, après de nombreuses difficultés et avec l'aide d'ingénieurs américains, Kawasaki a construit le premier sous-marin japonais. Un an plus tard, la production de wagons a commencé. Et en 1911, l'entreprise a construit sa première locomotive à vapeur Tender. En 1918, la société Kawasaki a commencé la production de camions. Quelque temps plus tard, en 1931, un camion d'1,5 tonne a été construit sur la base d'un modèle américain de classe luxe. Et l'année suivante, la société Kawasaki a commencé la production de camions et d'autobus de la marque Roko. En 1933, elle a également commencé la construction de luxueuses voitures particulières Roko pour des clients tels que la famille impériale. Et bien que la société ait cessé la production de voitures en 1942 sur ordre du département militaire, qui prévoyait de réorienter les capacités de production des voitures vers les avions, à cette époque, la société Kawasaki était l'un des pionniers de l'industrie automobile japonaise. Revenons un peu en arrière. En 1918 à Londres, Matsukata fut profondément marqué par l'utilisation des avions pendant la Première Guerre mondiale. Et la même année, il a fondé un département d'aviation à l'usine de Yoga. Cela s'est produit seulement 15 ans après le vol historique des frères Wright, à une époque où les avions étaient encore construits en bois et en toile. En 1922, Kawasaki a construit son premier avion à l'usine de Hyoga et réalisé des vols d'essai. Après ces résultats, l'armée japonaise a reconnu la grande qualité de vol et a adopté le type Otsuan comme premier avion de reconnaissance. En 1927, la société Kawasaki avait déjà construit 300 avions de ce type. Je rappelle que le Japon a mené de nombreuses guerres jusqu'en 1945. Les dépenses militaires représentaient environ un tiers du produit intérieur brut du pays.
En 1923, le séisme du Kanto a détruit de nombreuses infrastructures. À Tokyo, les ponts sur la rivière Sumida se sont effondrés et Kawasaki a construit 3 nouveaux ponts aux noms et structures complexes pour l'époque. Pendant cette période, la société craint un sollecitrien. D'ailleurs, la société a reçu des commandes du Bureau de la reconstruction et d'autres organisations japonaises pour pas moins de 25 ponts, y compris ceux mentionnés précédemment, ce qui a nécessité la production de 16 000 tonnes d'acier. À la fin des années 1920, Kajiro Matsukata a fait de Kawasaki un leader de l'industrie lourde au Japon. De plus, il a été le premier au Japon à instaurer la journée de 8 heures. En 1937, le département aéronautique devient Kawasaki Aircraft, entreprise indépendante. 2 ans après l'or, le groupe adopte son nom définitif, Kawasaki Jukogyo Kabushi Geisha, soit Kawasaki Heavy Industries. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Kawasaki Aircraft fabriquait les chasseurs High and Tip 30 et un seul chasseur japonais à refroidissement liquide de la guerre. Le Hihane est réputé pour ses performances de vol exceptionnelles, vitesse maximale de 610 km/h et vol en formation à 10 km d'altitude. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Japon avait le plus grand groupe aéronaval, avec 575 avions embarqués au début contre seulement 220 pour les États-Unis et les Britanniques réunis. Cependant, pendant la guerre, les Japonais ont subi de lourdes défaites, notamment en Mandchourie face à l'armée soviétique aguerrie. Le territoire de l'État insulaire a été occupé par les Américains. Un moratoire sur l'aviation a forcé Kawasaki à se reconvertir rapidement pour sauver l'essentiel. Ce sont précisément ces événements qui ont servi de précurseurs au développement de la construction de moteurs, puis un peu plus tard, de la construction de motos. Après avoir compris le contexte, passons aux motos. La population du Japon d'après-guerre avait besoin de moyens de transport bon marché et fiables. La demande était énorme, et l'offre augmentait également. Vers le milieu des années 50, 150 entreprises se partageaient le marché des véhicules miniatures. Et dans cette réalité, il y avait 2 options. Devenir un leader du secteur en créant un produit de qualité et recherché, ou disparaître à jamais. Au départ, ils se sont lancés dans la production de boîtes de vitesse pour Motos. En 1949, l'entreprise a décidé de concevoir son propre moteur et déjà 2 ans plus tard, des moteurs 2 et 4 temps ont commencé à être installés sur les vélos de la société Norris. La vente de pièces détachées à des tiers n'a pas apporté les bénéfices attendus. À la même époque, Kawasaki rachète l'entreprise de son ex-partenaire, le fabricant de motos en faillite Meguro. Avant la guerre, il produisait déjà des motos Meihatsu et figurait parmi les rares à offrir un moteur de 500 cm3. Au Royaume-Uni, ce modèle était tourné en dérision pour sa ressemblance avec la Birmingham Small Arms Accept, étant considérée comme une imitation bon marché de cette dernière. Cette moto se distinguait par sa grande qualité et Meguro était un acteur majeur de l'industrie motocycliste japonaise. En 1953, Kawasaki a créé Meihatsu, une division dédiée au développement de ces motos. Et 1 an plus tard, en 1954, les premiers scooters KV2, 200 unités et cyclomoteurs Meihatsu 60 à moteur suspendu sortent de production. La production de masse de la technologie motocycliste a commencé en 1957. Le premier modèle de série fut la Meihatsu B7. En 1961, elle a été renommée Kawasaki B7, équipée d'un moteur monocylindre de temps de 125 cm3, d'une boîte de vitesse à 4 rapports et d'un cadre à poutre dorsale. La machine atteignait la vitesse record de son époque dans sa catégorie, soit 82 km/h. Et lors des essais d'endurance, elle a parcouru l'incroyable distance de 50 000 km sans la moindre panne. 1 an après, le modèle B8 modernisé est apparu. Et même si les motos avaient d'excellentes caractéristiques, en 1961, Kawasaki était peu connu du public et totalement anonyme dans le monde de la moto. La pression de Honda et Yamaha est forte. Il fallait corriger cette situation. Ils ont d'abord changé de nom en abandonnant Meihatsu,
puis ont utilisé la publicité la plus efficace, les courses. La direction de l'entreprise mise sur le championnat du Japon de motocross, car pour l'instant son objectif n'est que le marché local. Elle ne voit pas l'intérêt d'investir dans les coûteuses courses de Grand Prix sur circuit routier. Aux premières compétitions, une moto standard modifiée avec un réservoir rouge participe. Kawasaki domine les 6 premières places en 125 cm3. C'était un véritable succès. Les Kawasaki rouges font débat chez les motards japonais. À l'avenir, la société utilise cette expérience et peint toujours les motos engagées en course en vert. En 1962, une série de modèles équipés de moteurs 2 temps d'une cylindrée allant de 50 à 250 cm3 voit le jour. Cependant, le marché local semble devenu trop étroit. Kawasaki ressentait un manque d'expérience par rapport aux autres fabricants de moteurs. De plus, une crise a commencé au Japon. Cela poussait à explorer de nouveaux marchés. Et le plus attractif, bien sûr, était le marché américain. Au départ, les motos exportées avaient des moteurs monocylindres 2 temps et des boîtes à 4 ou 5 rapports. Les motos de route avaient des selles doubles, avertisseurs sonores et clignotants. Les modèles de course offraient de grands garde-boue, des pneus tout-terrain et une garde au sol plus élevée. À cette époque, Kawasaki a créé toute une série de machines qui étaient basées sur les mêmes composants. Le moteur de 90 cm3 à 5 vitesses équipait pas moins de 14 modèles. Cependant, cette technologie n'impressionnait pas les Américains, qui étaient déjà habitués au meilleur. La société a utilisé l'expérience de Meguro pour exporter aux États-Unis la 250 SGT, dotée d'un monocylindre 4 temps de 18 chevaux. Mais même cette moto n'a pas été reconnue. La tentative suivante, c'est la Meguro K2 5 cents. Une machine très similaire à la britannique Birmingham Small Arms qui malheureusement n'a pas non plus rencontré de succès. En 1966, Kawasaki pète les plombs. Et ils sortent le modèle WN avec un bicylindre en ligne 4 temps de 650 cm3 qui, avec une puissance de 50 chevaux, permettait d'atteindre la vitesse incroyable pour l'époque de 180 km/h. À ce moment-là, c'était le modèle le plus gros du marché local. Au Japon, la WN devient aussitôt la moto la plus vendue, au-dessus de 500 cm3, et ce fait pousse à nouveau la direction de l'entreprise à attaquer le marché américain. Cependant, le modèle manquait de maniabilité et de facilité de conduite, inférieure à ses concurrents britanniques et américains, ce qui a conduit à un nouvel échec. Je noterai également qu'en 1965, 2 nouveaux modèles de petites cylindrées ont fait leur début chez l'entreprise. Le modèle de moto Légère 50M10 avec le groupe motopropulseur PET, qui était monté sur un cadre en épine dorsale. Mais la seconde, le nouveau modèle 85J11, semblait nettement plus technologique. La moto avait un nouveau moteur 2 temps de 82 cm3, développant 7,6 chevaux. Dotée d'un distributeur rotatif à disque, elle pouvait recevoir en option un démarreur électrique et une lubrification séparée. La nouveauté comprenait également un modèle tout-terrain, le 85 J&TR, qui était équipé de pneus agressifs et d'un silencieux relevé de façon inhabituelle. Pour les courses internationales, Kawasaki a développé un modèle bicylindre de 124 cm3, le KAN. Cette moto a participé aux compétitions internationales depuis 1965 et ce n'est qu'en 1969. Le pilote Dave Simmons, sur cette moto, a remporté pour la première fois de l'histoire de la société un titre de champion. En ce qui concerne l'importation, les responsables du constructeur japonais de motos ont été obligés de mener une véritable étude de marché, en analysant les préférences des consommateurs américains. L'étude a révélé que les motards d'outre-Atlantique voulaient une accélération plus dynamique, des motos plus légères, ainsi qu'une meilleure maniabilité et sécurité en virage. Le fruit de ces efforts fut en 1967 un nouveau modèle dans la gamme de la société Kawasaki, le Eun Samurai, doté d'un moteur de 250 cm3. La moto avait une boîte à 5 vitesses et des freins à tambour. Sa vitesse maximale, inférieure à celle du modèle précédent, ne dépassait que 161 km/h. Il ne lui fallait que 15 secondes pour parcourir 400 mètres. Excellente dynamique.
La même année sort la Kawasaki 357. Avenger, 338 cm3 de temps, 40 chevaux vitesse max, 175 km/h. La machine devient vite populaire au Japon et à l'étranger. Enfin, Kawasaki connaît le succès. Et un autre modèle de première cette année-là fut la première moto de cross de série de Kawasaki, la B8M, qui était basée sur la même B8. La popularité des véhicules tout-terrain conduit à la sortie d'une nouvelle moto de cross, la F21M dès 1968. Elle a beaucoup progressé par rapport à son prédécesseur, 238 cm3 et 28 chevaux, contre 125 et 11 respectivement pour la B8M. C'est justement la Kawasaki F21M qui est devenue la mère d'une véritable famille de modèles de cross. Sa conception a été utilisée sur le modèle 175 F3 d'une puissance de 19 chevaux et sur le modèle 250 F4 de 23 chevaux. 2 ans après, la gamme offrait 6 motos de diverses cylindrées, des 90 cm3 et 10 chevaux. Le modèle GA4 jusqu'au 350 F5 300, 46 cm3, 33 chevaux. Pour compléter sa gamme, Kawasaki avait besoin d'une superbike capable de damer le pion aux Britanniques Triumph et Birmingham Small Arms. Cette question a été résolue en 1968. Le modèle H1 sort avec un moteur 3 cylindres en ligne, de temps de 500 cm3, un cadre duplex allégé, le premier allumage électronique sur une moto de série, une lubrification séparée et un échappement original. À gauche, un tuyau d'échappement. À droite, 2. Le modèle a une boîte de vitesse à 5 rapports. La moto se distinguait avantageusement dans sa catégorie grâce à sa dynamique. La vitesse maximale atteignait 193 km/h et l'accélération jusqu'à 100 km/h prenait environ 4 secondes et demie. Le Kawasaki H1 avait aussi ses défauts. Avec un empattement court et un moteur puissant, la moto se cabrait sur la roue arrière lors d'une forte accélération au départ. De plus, il était difficile à manier et consommait beaucoup d'essence. Cependant, ces défauts étaient largement compensés par l'incroyable sensation ressentie à moto. Le modèle H1 a également reçu le surnom de « faiseur de veuves » dans les cercles de motards, car le caractère fougueux de la moto a causé de nombreux décès parmi les pilotes inexpérimentés. En Europe, la Mark III a séduit par son apparence éclatante. Les États-Unis n'ont pas non plus été en reste. Ce modèle jouissait d'une popularité folle auprès des Américains. Jusqu'en 71, cette famille s'est enrichie de motos de différentes cylindrées, allant du 249 cm3, 32 chevaux, 250 SS, jusqu'au 746 cm3, 74 chevaux, Mach 4.1. Quant à la couleur emblématique des machines de course Kawasaki, la célèbre peinture Lime Green a été développée en 1968, et lors des Daytona 269, toutes les motos de course d'usine étaient peintes de cette couleur. C'était une démarche audacieuse car le vert était alors jugé défavorable. La version 3 cylindres conçue pour la course a connu du succès. En 1970, le néo-zélandais Ginger Molloy a fini deuxième au championnat du monde dans la catégorie jusqu'à 500 cm3 PA. La technologie 3 cylindres de temps, sous diverses variantes, a été produite jusqu'en 1976. En 1973, la moto de course H2R de 750 cm3, pilotée par Gary Nixon, a remporté 3 courses dans le championnat American Motorcyclist Association. Cependant, une crise du carburant se profilait, et il était clair que l'avenir appartenait aux moteurs 4 temps, en particulier aux 4 cylindres en ligne. En 1968, Honda présente le modèle CB750 Superfour qui a instantanément éclipsé l'école britannique de construction de motos. En l'occurrence Triumph et Birmingham Small Arms. Kawasaki, en tirant parti de l'expérience de ses concurrents, a conçu et produit en série une moto quasi parfaite. Cela s'est produit en 1972.
Au salon de Cologne, ils ont présenté le modèle Z1 qui surpassait la CB 750 en termes de caractéristiques techniques. Son moteur de 903 cm3 était équipé de 2 arbres à cames en tête au lieu d'un seul, comme sur la CB développait 82 chevaux et atteignait une vitesse maximale de 210 km/h. La même année, un nouveau département de développement a été créé chez Kawasaki, chargé de concevoir des machines pour le motocross. C'est ainsi que les modèles KX, 250 et 125 testés lors de courses locales ont été produits en série en 1973. Le développement de la série KX se poursuit encore aujourd'hui. Pour les courses sur circuit de 74, un an plus tôt, ils ont développé la KR 250 et la KR 350, entre les mains expertes de Cork Ballington et Anton Mang. Les KR ont en fait dominé les courses Grand Prix 250 et 350 de 78 à 82. Les pilotes Kawasaki ont remporté 8 titres mondiaux dans les 2 catégories et Kawasaki a été champion des constructeurs en Grand Prix 254 années de suite. Le débutant de l'année 74 est la Kawasaki Z400, dotée d'un bicylindre à soupape en tête de 35 chevaux. Identifier les informations clés, réduire la longueur du texte de 58%, préserver les noms propres et lieux, garder le point de vue du locuteur, s'assurer de la correction grammaticale. En janvier 1975, ce modèle est déjà produit aux États-Unis. Kawasaki fut le premier grand constructeur japonais à s'y implanter. En 1976, dans la gamme des motos à 4 temps, apparaît la Z900 LTD, qui reçoit des silencieux doubles en forme de trompette, des jantes en alliage léger et une selle à 2 niveaux. À la même époque débute la Kawasaki Z 652 cm3. Puissance de 64 chevaux, 2 arbres en cam en tête et arbre d'équilibrage. De plus, de grands modèles tout-terrain, enduro et des motos de cross font également leur apparition. Les technologies perfectionnées en course passent dans le domaine civil. En 1977, ils mettent à jour le modèle Z1. Après des améliorations et une cylindrée portée à 1015 cm3, la moto devient la Kawasaki Z1000. Pour le tout-terrain, le modèle Z200 a été créé. Les motos à double usage ont également été modernisées. KL250. Il était doté d'un monocylindre 4 temps de 246 cm3, délivrant 21 chevaux. En 1979, la grande nouveauté de Kawasaki, c'est l'apparition de la Z1300 avec un moteur 6 cylindres 4 temps de 1286 cm3 et une puissance de 120 chevaux. Elle utilisait un système de refroidissement liquide et était équipée d'une boîte de vitesse à 5 rapports. Pour la première fois chez Kawasaki, la moto a une transmission par arbre à la roue arrière. Ce modèle de voyage à grande vitesse est rapidement devenu populaire. Au début des années 80, la Grande 4 a été prise par la turbolomanie. Le concept de moto turbo de Kawasaki, avec un moteur de 650 cm3, a été présenté en 1981 au salon Tokyo Motor Show. Mais il fallait encore attendre le modèle de série. Un an après, la famille GPZ naît avec le modèle GPZ 750. Le nouveau modèle a reçu un design plus moderne avec un demi-carénage intégré. Des modifications ont été apportées au moteur, une nouvelle culasse, un taux de compression augmenté, des injecteurs d'huile pour refroidir le dessous des pistons, un radiateur d'huile, nouvelle suspension, bras oscillants aluminium unitrack à l'arrière, fourche pneumatique anti-plongée à l'avant et diverses améliorations techniques. Et c'est sur la base de ce modèle qu'ont été produite en série la version turbo, la GPZ 750 Turbo. Sur certains marchés, le modèle était appelé ZX 750 Turbo. Le moteur a été sérieusement modifié pour qu'il puisse délivrer 112 chevaux et 99 Nm tout en conservant une fiabilité suffisante. La Kawasaki ZX 750 Turbo a battu le record mondial de vitesse des motos de route avec 235 km/h au compteur. Produit seulement 2 ans, le modèle était trop complexe et cher, tandis que les motos non turbo-compressées ont vite offert des performances comparables. Par exemple, la mythique GPZ 900R lancée en 1984 avait un refroidissement liquide, 115 chevaux et atteignait un record de 243 km/h. En ce qui concerne les courses,
En 81 et 82, grâce aux efforts de Rob Mazey et Eddie Lawson, Kawasaki a remporté les titres American Motorcyclist Association Superbike sur la KZ 1000J et la KZ 1000S1, lorsque le règlement a changé en 1983. Kawasaki a présenté la nouvelle moto de course GPZ 750. Entre les mains expertes de Wayne Rainey, cette machine est devenue dominante, permettant à Kawasaki de remporter un 3e titre consécutif. En endurance, Kawasaki a également eu de la chance. L'équipe française Kawasaki France Performance a offert à la marque le titre de constructeur 3 années de suite. En 1981 et 1982, les pilotes Kawasaki ont dominé et 1983 fut une année triomphale pour Kawasaki aux 24 heures du Mans. En 83 sort le modèle AR-Cent 25. Ce 125 cm3 de temps à refroidissement liquide développe 22 chevaux. Associée à une boîte à 6 vitesses, elle en fait l'un des modèles les plus populaires de l'époque. Au milieu des années 80, la production de modèles 4 temps a continué de croître. Apparaît le Cruiser, un 450 LTD, doté d'un moteur dérivé, bridé et réduit de moitié du 900 Sport. Le plus grand succès vient de l'arrivée des cruisers à moteur en V, 2 arbres à cam en tête et arbre d'équilibrage. Cette gamme de modèles a reçu le nom de Vulcan et avait pour but principal de concurrencer Harley-Davidson sur le marché américain. Le premier, en 1985, à sortir de la chaîne de production, est le VN700 de 63 chevaux. L'année suivante, un modèle plus puissant, le VN750 de 66 chevaux, est lancé. La même année, le modèle phare est le cruiser Kawasaki VN 1500 de 1400, 70 cm3, développant 72 chevaux, et une transmission par cardan à l'arrière. Le lancement de la ZX-10 en 1987 est une étape clé dans l'histoire du développement des motos Kawasaki. La moto était équipée d'un moteur 4 cylindres en ligne à refroidissement liquide, d'une cylindrée de 997 cm3 et d'une puissance de 137 chevaux, capable d'atteindre une vitesse de 280 km/h et d'atteindre les 100 premiers kilomètres en moins de 3 secondes. Ils ont créé une version 400 cm3 du ZX4 pour leur marché. Cette tendance se poursuit avec la ZZ R6 Sense, Sport Touring de 98 chevaux, puis la Kawasaki ZZR 1000 Saint 1000, 52 cm3 et 140 chevaux. De nombreux titres en motocross ont été remportés par Jeff Ward au guidon de Motos Kawasaki. Tout a débuté avec plusieurs victoires en 125 et 250, puis Ward a maîtrisé la KX500 et gagné dans la catégorie Rennes en 1989 et 1990. La popularité croissante des courses conduit, en 91, à l'apparition d'une version modernisée de la ZXR 750 Stinger, sous le nom de ZXR 750R, principalement destinée à l'étranger. La version piste développait 128 chevaux, tandis que la version pour le marché intérieur japonais était bridée à 77, car il n'était pas convenable de rouler vite sur les circuits japonais. En 93, le modèle ZX9R Ninja a été développé, suivi par la ZX6R de plus petite cylindrée. Avec la ZX-R7, le nouveau modèle de course, Kawasaki a dominé 3 années de suite, gagnant le titre en 1991, 1992 et 1993. En 1993, lors de la course Suzuka 8 heures, Scott Russell et Aaron Slight ont aussi remporté la victoire. En 1992, Scott Russell, sur une ZXR 750 préparée par le célèbre préparateur Rob Mazey, a remporté le championnat American Motorcyclist Association Superbike. Russell et Mazey se sont à nouveau associés pour participer au championnat du monde Superbike de 1993. Avec une Z-Band XR 750R plus puissante, Russell a offert à Kawasaki le titre constructeur en World Superbike.
On ne peut pas non plus passer à côté de la gamme Tour Enduro KLI. La première, en 91, est un modèle 500 cm3 pour le marché européen, suivi d'une 400 pour le marché intérieur japonais. La famille s'agrandit en 1993 avec le modèle KLI 250 Enkelo fabriqué en Inde. Cela était lié au début de la collaboration entre Kawasaki et Bajaj. Les Japonais, en partageant leur technologie, ont eu la possibilité d'utiliser une main-d'œuvre bon marché. Et la majorité des petites cylindrées a commencé à être produite dans des filiales en dehors du pays du soleil levant. À cette période, il y avait une bonne demande pour les motos de style rétro. En lien avec cela, en 1989, la société lance sur le marché le modèle classique Kawasaki Zephyr à 4 cylindres en ligne, 400 cm3, 46 chevaux refroidis par air, dont le design correspondait entièrement aux années 70. Les ventes de cette moto ont largement dépassé les prévisions. En tirant des conclusions, à partir de 1990, Kawasaki produit des modèles d'exportation avec une cylindrée de 553 et 783 cm3 dont la puissance était respectivement de 50 et 72 chevaux. L'histoire des motos Kawasaki se souvient aussi du représentant le plus puissant de la famille Zephyr, avec une cylindrée de 1063 cm3, développant une puissance de 93 chevaux. Une décision encore plus audacieuse a ensuite été prise. En 1992, la Kawasaki Estrella s'est produite. Un monocylindre de 250 cm3 développant 20 chevaux, le style de la moto reflétait pleinement les années 50. Dans cette logique, Kawasaki lance en 1994 le Zephyr, une nouvelle version ZRX de 400 cm3 et 53 chevaux. Pour les marchés américains et européens, il développe le modèle classique de la moto ZRX 1100. La moto s'est avérée tellement demandée qu'en 2000, pour remplacer l'ancien Zephyr, ils sortent une moto plus puissante, la ZRX 1200 avec 1164 cm3 et 122 chevaux. Pour les marchés des États-Unis et de l'Europe, en 1998, ils lancent la musclée ZR, 7 de 738 cm3 et 76 chevaux pour remplacer la précédente ZRX. Et pour les fans de la pure classique, ils sortent en même temps la W650 de 50 chevaux, refroidie par air dans le style des années 60. Un autre modèle pour les amateurs de rétro en 1998 fut la Kawasaki Drifter avec un V-twin issu de la Vulcan et dans le style Indian des années 40. La fin du siècle chez Kawasaki a surtout vu l'amélioration de motos existantes. Le développement de nouveaux modèles s'étant ralenti. La situation s'est améliorée en 2000 avec l'arrivée du modèle ZX9R, nouveau fleuron de la société. À l'époque, c'était la moto la plus puissante et rapide du monde. 178 chevaux et 300 km/h en pointe. Cependant, malgré tous ces succès, même pour la société Kawasaki, il était assez difficile de rester à flot dans la réalité du nouveau siècle avec un niveau de concurrence aussi élevé. C'est pourquoi, en 2001, une alliance stratégique a été créée avec Suzuki. Les deux géants collaborent de manière productive, conçoivent et produisent des équipements de haute technologie tout en conservant leur propre structure de distribution. L'année d'après, le fleuron des cruisers débutera. Kawasaki Vulcan 2000. Il est équipé d'un moteur bicylindre en V de 2 litres, le plus grand parmi les motos de série à cette époque. En 2002, Kawasaki revient en moto Grand Prix, l'élite des courses moto. En compétition, la Kawasaki Ninja ZX-RR progresse chaque année. Au Grand Prix du Japon en 2004, Shinya Nakana a terminé 3e sur le podium. Au fur et à mesure de leur progression, les pilotes Kawasaki ont décroché la 2e place au Grand Prix de Chine en 2005, au Grand Prix des Pays-Bas en 2006 et au Grand Prix du Japon en 2007. Sur le champ de bataille du Moto Grand Prix, cette moto avançait avec assurance. En 2004, réalisant qu'un pourcentage très faible des sportives 600 cm3 vendues était utilisé pour la course, la cylindrée du moteur de la Ninja ZX 6R a été portée à 636 cm3. Les motards ordinaires ont apprécié l'augmentation de la puissance à bas et moyen régime et la moto est devenue la reine des 600 dans le monde réel.
La série Z750 est produite l'année suivante après sa présentation au Salon de la moto de Milan, remplaçant la ZR7. La Z1000 utilise le châssis dos sportif de la ZX6R et un moteur modifié de la ZX9R. Et à une époque où tout le monde est convaincu que les motos ne peuvent plus augmenter leur puissance, la ZX10R sort avec une puissance annoncée de 181 chevaux. En 2006, un autre monstre fait son apparition, la Kawasaki ZZR 1400. Cette moto est basée sur un moteur spécialement conçu d'une cylindrée de 1352 cm3, développant jusqu'à 190 chevaux sur les premières versions. Par la suite, la puissance maximale a été portée à 200 chevaux, et avec le système d'admission d'air forcé Ram Air en fonctionnement, ce chiffre atteignait 210 chevaux. Kawasaki brille en motocross, notamment en 2007. James Stewart a gagné le Supercross sur sa KX450F, alors que Ryan Villopoto a remporté le titre Supercross Lights West et Ben Townsley le titre Supercross Lights Est sur la KX250F. Tous ces pilotes ont fait de la série KX de Kawasaki la leader dans chaque catégorie. Villopoto passe en catégorie 450 en 2009 et y domine. En 2008, la GTR 1000 Sport Tourer est remplacée par la GTR 1400 dotée du moteur de la Ninja ZX14, d'une transmission par cardan et de valises de série. La même année, les Ninja 250 et KLR 650 sont restylés, une attente de décennies pour les fans. La Ninja 250 est devenue un best-seller dans de nombreux pays. Dans la nouvelle décennie, Kawasaki propose une large gamme de motos, des scooters 125 cm3 au cruiser 2 litres. En 2011, un modèle au style rétro, la W800 fait son apparition, qui a récemment été complétée par les motos classiques de 900 cm3, Z900RS et Z900RS Café. L'année 2014 devient extrêmement importante pour Kawasaki, lorsque le modèle H2R fait ses débuts. En 2013, on a évoqué pour la première fois un prototype de moto de course moderne avec turbocompresseur, supposant que Kawasaki pourrait moderniser sérieusement sa ZZR 1400 en y installant un groupe motopropulseur turbocompressé. Pour la première fois, on a parlé du prototype d'une moto de course moderne avec turbocompresseur en 2013. Si Kawasaki mettait sérieusement à jour sa ZZR 1400, en y installant un groupe motopropulseur turbocompressé. Cependant, Kawasaki a choisi une autre voie. En septembre 2014, elle a présenté la nouvelle Kawasaki Ninja H2 et H2R, construite sur la base d'un moteur d'1 litre. Le moteur 4 cylindres en ligne avec un turbocompresseur à 2 vitesses dans la version H2R développe 310 chevaux tandis que dans la version civile, H2 ce chiffre est limité à 200. Cette puissance impressionnante permet immédiatement de décrocher le titre de la moto de série la plus rapide du monde. Le 30 juin 2016 en Turquie, sur le pont Osman Kashi, Kenan Safoglu atteint 400 km/h en un temps record de 26 secondes depuis l'arrêt. Avec la plupart des technologies Kawasaki, vous les connaissez déjà dans l'ensemble, donc je ne vais pas vous surcharger d'informations sur les nouveaux modèles. Elles deviendront vraiment historiques un peu plus tard. En ce qui concerne les recherches sportives, tout est stable ici, aussi bien dans les compétitions tout-terrain que dans la catégorie des superbikes. En 2020, le modèle Meguro K3 a été présenté basé sur le W800. Des rumeurs circulent selon lesquelles Kawasaki voudrait ressusciter la marque Meguro. Seul le temps nous dira à quoi cela ressemblera réellement. La société a lancé le voyou urbain ZH2 la même année. D'après son nom, il est clair que la machine est basée sur les développements du H2R, équipé d'un turbocompresseur et délivre 200 chevaux. Une nouvelle vague de turbogrip se prépare-t-elle parmi les 4 grands? On l'ignore, tout comme l'éventuelle présence d'un turbocompresseur sur d'autres modèles, les versions plus jeunes de la série Z. Kawasaki évolue, crée des machines de haute technologie et continuera sans aucun doute à ravir les fans de moto à l'avenir. En travaillant sur cette vidéo, j'ai ressenti de l'admiration, sans doute la même que lorsque je travaillais sur l'histoire de Yamaha.
La persévérance et le travail des Japonais forcent le respect. C'est tout pour aujourd'hui. C'était la chaîne Crasmoto avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de la partager avec d'autres et de vous abonner à la chaîne. Je vous conseille aussi de voir d'autres vidéos historiques de la chaîne, surtout sur Yamaha. Je vous souhaite tout le meilleur, à bientôt.